Merci pour l'invitation. Et donc, je vais vous parler effectivement des conséquences immédiates sur les enfants de l'ouragan Irma, où j'avais été amenée à intervenir avec l'équipe de la CUM 67. C'était en 2017. Alors, avant de commencer, quelques rappels concernant justement les conséquences des expositions traumatiques chez l'enfant. Ce sont des généralités, mais c'est toujours intéressant de les rappeler, puisque ces conséquences, elles dépendent bien sûr de la nature de l'événement traumatique et de la fréquence d'exposition. Elles dépendent de l'âge de l'enfant et également du lien avec les parents et éventuellement de la qualité aussi de l'attachement et de la base de sécurité qu'il peut y avoir par rapport entre l'enfant et les parents. Donc finalement, les conséquences de l'exposition à un événement traumatique, elles vont dépendre à la fois de la nature de l'événement et de la matérialité des faits liés à l'événement, et également de la manière dont cette exposition traumatique va faire trauma ou pas. Et pour certains enfants, c'est vraiment l'effraction des théories infantiles et de certaines représentations que l'enfant a de lui-même, du monde ou de ses parents qui peut également engendrer des symptômes variables, puisque on peut retrouver des symptômes de stress aigu comparables aux symptômes retrouvés chez l'adulte, des manifestations comportementales, des modifications des croyances de l'enfant et globalement des répercussions fonctionnelles qui peuvent toucher tous les domaines de fonctionnement de l'enfant, puisque l'enfant est un être en développement et que les conséquences et les symptômes à moyen et long terme, finalement, peuvent toucher tous les domaines de fonctionnement de l'enfant, y compris après des expositions à des catastrophes naturelles, avec une symptomatologie variable en fonction de l'âge de l'enfant, puisqu'on aura plutôt des symptômes comportementaux chez les bébés. Quand l'enfant grandit un petit peu, je suis désolée de la taille de la rétroprojection, quand l'enfant grandit un petit peu, plutôt des symptômes d'anxiété, de l'anxiété de séparation, des modifications au niveau aussi des jeux répétitifs, des dessins répétitifs, des comportements de régression aussi, et puis après 6 ans, une modification plutôt au niveau des cognitions. Et puis chez les adolescents, on aura des tableaux cliniques comparables à ce qu'on peut retrouver chez l'adulte, avec peut-être des points de vigilance par rapport aux conduites à risque, les conduites de mise en danger ou les consommations toxiques qui peuvent justement viser à diminuer l'état d'activation chez ce public-là. Alors, si on s'intéresse un petit peu plus précisément aux catastrophes naturelles, qu'est-ce qu'on sait? On sait que globalement, c'est une étude ancienne, mais qui déjà avait mis en évidence après l'ouragan Andrew que, eh bien, il y a des conséquences en termes de symptômes post-traumatiques qui persistent à long terme, puisque 70% d'un groupe d'enfants qui avait été exposés à l'ouragan Andrew présentaient encore des symptômes post-traumatiques modérés à sévères 21 mois après la catastrophe naturelle. L'étude de McFarlane, qui mettait également en évidence une persistance des symptômes post-traumatiques après un incendie en Australie auprès de 808 écoliers australiens, donc des conséquences à long terme et, je le disais, des conséquences à la fois en termes de symptomatologie post-traumatique, mais aussi des conséquences variables, notamment en termes de troubles internalisés, puisque on retrouve des diagnostics de dépression, de phobie sociale, d'anxiété de séparation, qui peuvent apparaître après l'exposition à des catastrophes naturelles, et en fonction des études, parfois avec des taux de prévalence qui sont plus importants que les symptômes de TSPT. Je vous ai... Du coup, je n'ai pas le pointeur, mais en tous les cas, une étude qui a été menée après l'ouragan Ike, qui montre que 8 mois après, on a un taux de prévalence de 13% de symptômes de TSPT chez les jeunes, 11% de dépression, et par contre, l'évaluation 15 mois après, eh bien, montre 11% de dépression contre 7% de symptômes de TSPT.
S'agissant des troubles externalisés, et notamment des troubles du comportement, les données de la littérature sont variables, avec certains auteurs qui mettent en évidence une apparition des troubles à distance, un mois, généralement en moyenne 1 an après l'exposition à la catastrophe naturelle. Et les travaux qui ont été menés après l'ouragan Katrina eh bien, évoquent la détresse maternelle liée à l'ouragan, qui serait un facteur de médiation, en tous les cas des mères qui signaleraient davantage de problèmes d'externalisation chez ces enfants-là. La dernière méta-analyse qui évalue les troubles internalisés et externalisés après les catastrophes naturelles, eh bien, elle montre une association entre l'exposition à des catastrophes naturelles et l'apparition de troubles internalisés et externalisés. Et ce qui est intéressant, c'est que cette association serait plus forte lorsque l'exposition à une catastrophe naturelle a lieu pour des populations avec un indice de développement humain moyen par rapport aux populations présentant un indice de développement élevé à très élevé. Ce qui est logique, ce qui est cohérent, ce que disait Francis également, puisque dans ces situations-là, on peut imaginer que les réponses communautaires, les réponses en termes de secours ou de soins sont peut-être plus importantes que et avec une variabilité en fonction des pays. Donc voilà ce qu'on sait un petit peu par rapport aux catastrophes naturelles, et donc j'ai choisi de vous parler de mon expérience après l'ouragan Irma. Et j'ai choisi de vous en parler finalement en faisant une forme de comparaison entre la clinique que j'ai pu rencontrer après les attentats de Nice et après les attentats de Strasbourg, et la clinique que on a pu observer après l'ouragan Irma, puisque dans les deux situations, on est dans des situations d'exposition traumatique à un événement unique, circonscrit dans le temps. Si on fait par exemple un comparatif par rapport aux situations de maltraitance ou aux situations d'inceste, on va être dans des expositions traumatiques à répétition et où on sera peut-être plutôt du côté du champ du trauma complexe. Là, on est vraiment dans des événements traumatiques uniques, circonscrits dans le temps, mais avec des caractéristiques bien différentes, puisque en situation d'ouragan, il y a vraiment une déstructuration finalement de l'environnement de l'enfant, de la maison de l'enfant, de l'école, etc. Alors que dans les situations d'attentat, on n'a pas de destruction matérielle, mais par contre une atteinte en termes de vie humaine. Et en termes de décès, l'ouragan Irma avait fait 11 décès et 2 disparitions sur l'île de Saint-Martin, et en comparaison, l'attentat de Nice, 86 décès, dont 10 enfants et 500 blessés, et l'attentat de Strasbourg, 5 personnes avaient été assassinées et 11 blessés sévères. Donc 2 événements traumatiques avec des caractéristiques communes et également avec des différences. Et ce que je vous propose, c'est de faire un petit peu plutôt une analyse qualitative pour tenter de circonscrire les thématiques et les éléments sémantiques qui ressortaient. Et pour ça, on a repris les dossiers CUMP qui ont été remplis au moment où on est intervenu pour l'ouragan Irma. On avait plus de 250 dossiers, dont 45 dossiers d'enfants entre 0 à 18 ans. Voilà, alors ça c'est juste pour vous dire notre mission. On est parti le 11 septembre, on est arrivé le 13, le 14 septembre. Charles-Henri, on était au même endroit, à l'aéroport en Guadeloupe, ça te rappelle peut-être des souvenirs. Et puis après, nous sommes partis en Martinique, certains à Saint-Martin, on a été un petit peu dispatchés. Et puis, retour à Strasbourg le 20 septembre, on s'est pris au passage l'ouragan Maria. Et alors là, c'est très renseignant aussi au niveau du fonctionnement de chacun. Moi, je me souviens, en bonne alsacienne, on nous avait dit, on part le 19 au matin, l'avion est prêt. Et puis donc, dans ma tête, on nous avait dit qu'on partait le 19, donc on partait le 19. Alors je disais à mes collègues, demain matin, on a l'avion à 8h, etc. Et ils me disaient, mais non, il y a l'ouragan Maria arrive, ils vont fermer l'aéroport, etc. Mais comme je suis quelqu'un d'assez optimiste, je dis, non, c'est ce qui est prévu, donc on sera dans l'avion. Et je m'imaginais dans le dernier avion avant l'ouragan. Ça s'est pas vraiment passé comme ça. Mais du coup, c'est aussi des moments où on apprend beaucoup sur son propre fonctionnement. Donc, on est resté à peu près, c'est une mission qui a duré 9 jours, où on a pu rencontrer
en tous les cas, plusieurs familles, pour ma part, 45 situations. Et par rapport aux situations de l'attentat, au niveau de l'événement traumatique, je dirais qu'il y avait deux différences très importantes. Tout d'abord, la question de la prévisibilité, puisque au niveau des attentats, il y avait vraiment cette dimension d'imprévisibilité qui était centrale. Même si à Strasbourg, on se doutait depuis des années qu'il y aurait un attentat, on l'attendait un petit peu, cet attentat, à vrai dire. Un attentat avait été déjoué en 92, on s'y attendait un petit peu, mais on n'est jamais vraiment préparé. À l'inverse, par rapport à l'ouragan Irma, il y avait une forme de prévisibilité, mais tout de même un caractère non contrôlable. Et on peut vraiment parler d'état d'impréparation relatif, puisque finalement, dans l'imaginaire collectif de l'île, il y avait une forme de transmission avec une représentation partielle et une intériorisation à minima de ce qu'était un ouragan et de la manière dont il convenait d'agir dans ces situations-là. L'autre grande différence au niveau de l'événement traumatique, c'était la question de l'intentionnalité, puisqu'en situation d'attentat, il y a une intentionnalité humaine avec une volonté d'anéantissement de l'autre, ce qui n'est pas présent dans une catastrophe naturelle. Et au niveau des tableaux cliniques, là aussi, la culpabilité à être en vie, la culpabilité à s'en être sorti était très important après les situations d'attentat, alors que c'est quelque chose qui était moins présent, avec une forme de relativisme par rapport aux catastrophes naturelles, où finalement les populations disaient c'est la vie, c'est comme ça, élément qu'on ne retrouvait pas du tout dans le discours après les attentats. Alors au niveau clinique, j'avais renvoyé un autre PowerPoint, mais je pense que c'est l'avant-dernière version, parce que j'avais mis les chiffres. En tous les cas, au niveau de ce qu'on avait pu retrouver après l'ouragan Irma, un épuisement physique important, c'était des personnes qui avaient souvent, depuis plusieurs jours, qui ne dormaient pas, qui avaient veillé justement pour protéger leur maison aussi, parce qu'il y avait un certain nombre de pillages. En tous les cas, ils s'étaient regroupés et organisés pour se mettre en sécurité. Et au niveau des symptômes des enfants, une majorité de symptômes d'anxiété, des phénomènes de collage et un besoin d'être ensemble, un besoin d'être avec les parents. Et au niveau du discours, une verbalisation facile, détaillée, avec assez précocement déjà une réappropriation de l'événement, avec une projection dans l'avenir. Certaines personnes aussi focalisaient sur les événements positifs, sur l'entraide, et puis nous montraient des photos de ce qui s'était passé à Saint-Martin. Malgré ça, il y avait quand même des éléments de discours centrés sur la perte, sur l'abandon et sur l'injustice. J'en parlerai de manière un petit peu plus détaillée dans quelques minutes. À l'inverse, ce qu'on a pu observer après les attentats, c'était une clinique qui était tout de même assez différente, avec une difficulté à verbaliser ce qui s'est passé, une difficulté à verbaliser au sein de la famille, des éléments de sidération qui étaient extrêmement présents, un sentiment d'incompréhension, avec un discours comme ça qui tournait en boucle sur mais comment c'est possible que ça se soit passé, comment on peut tuer d'autres êtres humains. Et puis au niveau de la symptomatologie, une symptomatologie caractérisée par des symptômes dissociatifs, des symptômes de stress aigu très importants, et puis également des reviviscences. Alors juste un petit, voilà, à titre un petit peu illustratif, un dessin d'un des enfants qu'on a pu recevoir. À gauche, vous avez bien l'ouragan avec le cœur de l'ouragan. C'est un dessin qui a été fait par un enfant qui finalement verbalisait de manière assez facile, en dessinant, en expliquant ce qui s'était passé, comment il avait été mis à l'abri par ses parents. Et puis 2 minutes après, sur l'autre dessin, il dessine les maisons qui ont été certaines détruites, celles de droite, et puis certaines qui tenaient encore debout. Donc vraiment sur un temps assez court, une possibilité de décharge émotionnelle avec une verbalisation spontanée et un contact qui était relativement préservé.
Alors la question finalement, c'est dans ces deux situations, c'est qu'est-ce qui a fait trauma. Clairement, dans les situations des attentats, il y a une effraction interne et une effraction symbolique importante, un impensé lié au fait que finalement un être humain puisse assassiner d'autres êtres humains. Et alors la question qu'on s'est posée finalement après l'ouragan Irma, c'est qu'est-ce qui a fait trauma, ou en tous les cas dans les récits des personnes qu'on a été amenés à voir. Alors ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement c'est une situation où l'environnement de l'enfant a été détruit, la majorité de l'île a été détruite, mais ce que je disais tout à l'heure, c'est que la représentation collective de l'ouragan dans l'histoire de l'île a fait par excitation et d'une certaine manière a eu un effet de protection au niveau psychique. Et finalement, ce qui a fait trauma, c'est bien sûr la sévérité de l'ouragan, mais ce qui ressortait au premier plan dans le discours des enfants et de leurs parents, c'était la question de l'insécurité. La question de l'insécurité, la question des pillages. Je me souviens d'une maman qui disait, mais il y a des personnes qui volaient des t-shirts dans les magasins. Alors oui, qu'on puisse voler de la nourriture parce qu'on a faim, ça je peux l'entendre, mais à quoi ça sert de voler une dizaine de t-shirts? Donc ça, finalement, dans ces représentations, ça avait fait effraction. Et puis la question du sentiment d'abandon, qui était directement lié finalement eh bien à la place de l'État et puis à la réponse des institutions, qui ça aussi revenait de manière relativement importante. Un autre événement, c'était la question de la perte. La question de la perte peut-être imaginaire de cette île qui, pour un certain nombre de personnes qu'on a pu voir, représentait un idéal, et donc toute la question de la perte du paradis perdu, et puis la question de la séparation réelle aussi, puisque dans un certain nombre de familles, eh bien, les hommes restaient sur l'île pour garder la maison, et puis se poser la question, est-ce que le reste de la famille rentrait en métropole ou pas, et comment les choses allaient s'organiser. Mais finalement, tous ces éléments restaient assez mobilisables et on peut dire que cette perte commençait déjà à être négociée, soit sous la forme de colère envers l'État français, soit sous la forme d'une remise en question du mythe protecteur de l'État qui ferait tout. Et certaines personnes disaient, on peut peut-être pas tout attendre de l'État et puis on s'est débrouillé entre nous, etc., etc. Soit pour d'autres, ça a été la question de la loyauté, comme d'une manière pour eux finalement de réparer quelque chose en restant sur cette île et en se promettant de la réparer. Et je me souviens que beaucoup de personnes nous ont dit, est-ce que vous êtes déjà allé à Saint-Martin? Et puis ils nous disaient, revenez dans 1 an, dans 2 ans, et vous verrez, les choses seront réparées. Donc d'une certaine manière, le sentiment d'impuissance qui avait pu être ressenti, eh bien déjà il y avait une forme de mobilisation qui était à l'œuvre. Alors finalement, ce qu'on a pu observer, ça rejoint les données récentes. Ça, c'est des données de l'équipe de Nice après la tempête Alex, où ils ont évalué 116 enfants qui ont été vus par la CUM dans les 72 heures, et globalement 94% de symptômes de stress aigu chez les 0,5 ans et 74 chez les adolescents après 12 ans, et globalement une majorité de symptômes d'anxiété, de régression et d'agitation, ce qui rejoint finalement la clinique qu'on a pu observer à Irma. Et chez les enfants qu'on a pu observer aussi, dans 30% des situations, il y avait des symptômes de tristesse et un impact au niveau de l'humeur. Alors, ce serait intéressant effectivement d'observer l'évolution des choses, puisque actuellement, les données sur dépression et catastrophes naturelles, le taux de prévalence, il y a une grande variabilité en fonction des études, avec une variation entre 7 à 44% de symptômes dépressifs. Donc là encore, en tant que clinicien, être vigilant aux symptômes post-traumatiques, mais aussi à tous les troubles internalisés et externalisés. Alors la question de l'éco-anxiété, Francis en a parlé, et ça pose une vraie question. Est-ce que l'éco-anxiété est un facteur de vulnérabilité ou pas par rapport au développement d'un TSPT chez les jeunes exposés aux catastrophes naturelles? Juste une étude qui a été menée, une enquête auprès de 10 000 personnes dans 10 pays, et qui montre que globalement,
eh bien, au niveau des populations, il y a des personnes qui ont plus de vulnérabilité, bien sûr les personnes en situation de pauvreté, de migration, avec des problèmes socio-économiques, mais les adolescents et les jeunes adultes seraient aussi plus anxieux par rapport aux générations précédentes, par rapport à l'éco-anxiété. Et au niveau des États-Unis, 70% des adolescents seraient inquiets par rapport au climat. Là encore, Francis le disait, il y a une grande disparité, bien sûr, en fonction je dirais, la géopolitique globale. Mais peut-être que en tant que CUMPiste, justement, dans les évaluations qui sont réalisées, peut-être qu'on pourrait systématiser de poser cette question sur l'éco-anxiété. C'est une idée à mettre peut-être dans la grille de recueil. Et puis alors à partir de là, qu'est-ce qu'on peut proposer, quelle prise en charge immédiate? Alors chez l'enfant, il y a toujours la dimension d'évaluation qui est importante. On va évaluer la clinique en immédiat, les facteurs de risque et de protection. On va évaluer les stratégies de coping, de régulation émotionnelle de l'enfant. On va évaluer aussi les modalités d'attachement. Donc ça, c'est toute la partie évaluative, ce qui ensuite va nous permettre de catégoriser, c'est Nicolas Gau qui avait monté un petit peu ce protocole, les urgences absolues, les urgences relatives et les situations non urgentes en fonction de l'événement traumatique, du niveau d'exposition de l'enfant, de la clinique que présente l'enfant, avec effectivement, quand on a des symptômes de dissociation, de sidération, d'agitation, on est plutôt vraiment dans une urgence absolue, avec une nécessité de médicaliser et de réévaluer dans les 48 heures, alors que si on a une verbalisation spontanée, facile, avec finalement des ressources au niveau de l'entourage, notamment un bon soutien parental et puis des parents peut-être moins impactés, à ce moment-là, on peut faire une prise en charge médico-psychologique classique et puis une réévaluation dans les 15 jours. Donc ça, c'est des choses que l'on connaît. Les interventions chez l'enfant doivent toujours impliquer une sécurisation préalable auprès de la figure d'attachement ou d'un support protecteur de substitution si il se trouve que les parents ne sont pas disponibles ou ont été fortement impactés. Pensez justement au niveau de l'entourage familial, qui est-ce qu'on pourrait mobiliser? L'idée étant vraiment de permettre à ce que le parent devienne une figure de sécurité pour l'enfant. Et pour cela, eh bien, généralement, dans les entretiens de CUMP, ce qu'on fait, c'est qu'on va aider le parent à clarifier les émotions de l'enfant, à comprendre ce que l'enfant ressent, à comprendre ses propres réactions, à comprendre qu'est-ce qui est du vécu normal, qu'est-ce qui est du vécu partagé, soutenir les liens familiaux et soutenir justement la circulation de la parole, et puis aider aussi à remettre en place des routines qui sécuriseront l'enfant. L'idée est vraiment de pouvoir que le thérapeute puisse aider le parent à sécuriser son enfant pour favoriser l'intégration de l'événement dans la mémoire de l'enfant. Et l'enjeu, c'est vraiment d'éviter l'évitement, puisque dans la dynamique familiale et dans la dynamique du parent avec son enfant, bien sûr, il y a la question des troubles post-traumatiques, mais il y a aussi toute la dimension relationnelle qui peut être perturbée. Et donc, l'enjeu est d'éviter l'évitement. Au niveau de l'enfant, ce qu'on va proposer, c'est une verbalisation spontanée, donc les techniques de diffusing habituelles, où on va aider au niveau de l'identification des émotions, parfois proposer des techniques de réancrage, insérer des éléments de normalisation, des éléments de psychoéducation, des éléments de promotion des stratégies de coping fonctionnelles que peut présenter l'enfant, et puis un certain nombre de conseils aussi par rapport au sommeil ou à d'autres éléments. Au niveau du diffusing, eh bien, je le disais, généralement avec la figure d'attachement, soit chez les petits en même temps, soit chez les plus grands, on va réaliser différents temps d'entretien. Et puis chez les plus de 12 ans, on peut proposer des prises en charge en groupe en étant vigilant à l'homogénéité au niveau du niveau d'exposition et de l'âge. Au niveau médicamenteux, plutôt de l'atarax à privilégier. Et je terminerai là-dessus sur tout ce qui est les interventions préventives de pré-exposition.
Il y a un certain nombre d'interventions préventives de pré-exposition qui existent. Pour les populations à risque, adultes, le niveau de preuve est insuffisant. Mais la question que je voulais poser, étant donné que les catastrophes naturelles, j'avais mis une dia qui n'y est pas, mais depuis les années 70 jusqu'à aujourd'hui, eh bien, augmente, et puis Francis nous l'a bien montré, eh bien, est-ce que on ne pourrait pas, chez les enfants, justement, pouvoir construire des programmes de prévention sur le mode de ce qui est proposé pour la sécurité routière, avec des éléments de psychoéducation en situation de stress, dans lesquels on pourrait intégrer des exercices de défocalisation, des techniques de respiration. Et alors là, c'est vraiment un petit peu un avis occupiste, si certains d'entre vous veulent prendre contact avec l'Éducation nationale et construire des modules de 1 à 2 heures sur les zones à risque. Moi, je ne le ferai pas, j'ai d'autres chats à fouetter, mais il me semble que ça pourrait être peut-être intéressant, et des programmes qui pourraient bien sûr être adaptés en fonction de l'âge de l'enfant, plutôt des techniques physiques chez les petits, des techniques de distraction, de respiration ou d'imagerie visuelle chez les plus grands. Voilà, je m'arrête là, et puis je vous conseille le site canadien qui a des ressources aussi intéressantes. Je l'ai découvert hier, mais pour ceux qui souhaitent avoir un petit peu des outils, vous pouvez découvrir ce site qui est bien fait. Merci.